vous êtes dans Territoire. Cette semaine, nous sommes sur la commune de Quessargues. Nous allons aller à la rencontre d'une association, une fois n'est pas coutume, l'association France Bouti, qui va nous faire part de tous les secrets justement de la confection d'un bouti. Elles sont venues de 4 coins de la France, en tout cas des 4 coins du sud, de la Drôme ou de la région PACA, pour nous parler justement de leur passion du bouti. Nous sommes à Quessargues, donc évidemment vous allez également découvrir les monuments de Quessargues, avec un petit tour d'horizon en images signé Frédéric Siller. Et on commence tout de suite, direction l'une des salles municipales avec France Bouti. Elles sont venues, elles sont toutes là, même celles du sud de la région PACA, avec des boutis plein les bras. Les voici réunies par ce bel après-midi. Ces boutisseuses passionnées perpétuent l'art du bouti. Une technique transmise de mère en fille ou de grand-mère en petite fille, et de fil en aiguille, le bouti tout en relief et en transparence perdure par les mains expertes de ses adeptes. Oui. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente de l'association. Oui, présidente de l'association France Bouti depuis 1 an maintenant. Donc j'ai repris cette association qui a été créée en novembre 2007 par Madame Annie Noual et Madame Huguette Roux. Donc j'ai repris l'association l'année dernière en cours de route. D'accord. Et là aujourd'hui vous avez réuni... Eh bien aujourd'hui on a réuni des artistes du bouti. De temps en temps on se retrouve et on aime bien passer l'après-midi, faire un partage, un échange, parce que l'association, le but c'est promouvoir, transmettre et partager. Et revaloriser le bouti, mais le bouti à l'ancienne, le vrai bouti. Donc voilà. Et des dames qui viennent un peu partout. Alors il y a des dames qui viennent donc de l'Hérault avec Hélène. Vous avez ensuite une dame qui vient de Lyon, Josette. Après Francine et voilà, elles sont toutes les deux de Nîmes. Et Chantal Geoffroy qui vient du Var. Je me sers que d'idées et l'habitude. Nous sommes avec Hélène qui vient de Moguio, et elle va nous présenter son travail. On le voit devant nous. Alors expliquez-nous, un jupon, il est d'une taille assez conséquente? Eh bien, il a 3 mètres, si vous voulez, d'envergure, quand il sera cousu, terminé. Et il a 1 mètre de haut. Et là, c'est à peu près 30 cm, rien que attaché, mais sans rien. Il ne sera pas piqué. Matelassé, je veux dire, hein, parce qu'il faut moins d'épaisseur qui sera porté actuellement. Combien d'heures de travail, en fait, pour arriver à ça? À peu près 3500 heures de travail, sans compter le dessin. Alors justement, expliquez-nous les étapes au départ, comment vous travaillez? Eh bien, d'abord, il faut imaginer des dessins, ou les trouver, les mettre ensemble sur du papier, puis après les transcrire sur du tissu. Ensuite, attacher les 2 morceaux de tissu ensemble avec un pointailleur, et ensuite se mettre à l'ouvrage. Il est assez anachronique parce qu'il ne représente pas une époque vraiment, puisque j'ai mis différentes emmenées, si vous voulez, de siècles même, dans le même bouti. La seule chose que j'ai voulu, c'est qu'il raconte l'histoire de la personne qui va le porter. C'est pour ma petite fille. Nous retrouverons les boutisseuses de France Bouti tout à l'heure. Pour l'instant, rubrique découverte. Nous quittons un instant Quessargues, nous partons maintenant pour une découverte au château d'Aramon, un monument étonnant qui révèle dans ses arrière-cours une atmosphère douce et apaisante, un véritable petit coin de paradis, visite guidée en compagnie de Frédéric Siller. Dominant le Rhône et le vieux bourg d'Aramon, le château du même nom fut construit autour d'un donjon massif datant du XIIIe siècle. Véritable havre de paix et protégé par de très hauts et imposants remparts, le visiteur évoluera au sein d'une atmosphère reposante qui lui fera presque oublier qu'il côtoie près de 9 siècles d'histoire.
Oui, c'est un château qui date depuis fort longtemps. D'abord, il faisait partie de la défense du village d'Aramon, qui à l'époque était entouré de remparts et bordé par le Rhône, et avec des maisons qui étaient accolées et qui n'avaient pas tous ces dégagements que l'on voit aujourd'hui. Et la partie la plus ancienne, y compris les remparts, sont du XIIe siècle et le château du XIIIe siècle. Avant, il y avait 2 bâtiments qui encadraient une petite cour intérieure qui donnait un charme aujourd'hui romantique avec des arceaux qui manifestent, disons, le vestige de cette ancienne partie. Un château qui, malgré son apparence extérieure austère, cache plusieurs styles de trésors architecturaux qui lui confèrent un caractère bien particulier, chargé de poésie. C'est une certaine surprise parce que quand on le voit de l'extérieur avec ses gros remparts, ce caractère un peu austère, on ne se doute pas du tout justement du charme de l'intérieur. On ne se doute pas de la taille aussi du parc qui surplombe pourtant le village. Je crois que c'est un peu un étonnement d'arriver dans un lieu assez agréable avec de la végétation tout autour, des fleurs et non pas cette mur de caserne comme on peut peut-être le penser en passant sous le pont du château. Durant des siècles, le château d'Aramon a subi de nombreuses transformations jusqu'au 19e, où il vit la création d'un parc à caractère méditerranéen de 7 hectares, planté sur d'anciennes terres d'oliviers. Et pour cet immense espace de verdure, un seul et unique jardinier. Je suis mon propre jardinier, c'est de temps en temps et beaucoup. J'ai heureusement la famille qui également nous aide. L'association des Amis du Château également contribue à tout cela, puisque nous organisons régulièrement, et j'invite tous ceux qui veulent y participer à débroussailler le parc. On fait ça en général au printemps. Appartenant depuis 1635 à la famille des marquis d'Aramon, Guy, son propriétaire, y est attaché au point d'y investir beaucoup pour sa rénovation et espère transmettre son amour pour ces lieux à ses descendants. Ce qui me tient particulièrement à cœur, c'est la conservation du patrimoine. Nous sommes depuis 1635 dans cette maison. Moi, personnellement, avec ma femme, je m'en occupe depuis une quinzaine d'années et c'est, j'espère, quelque chose qui pourra se transmettre à la génération suivante et aux générations également. Je crois que c'est le message principal de ces maisons familiales qui demandent beaucoup de passion, beaucoup d'énergie et que l'on doit absolument conserver. Des descendants qui n'auront sans doute pas de mal à reprendre le flambeau de la conservation du patrimoine de ce lieu que l'on pourrait comparer à un petit coin de paradis. Au XIXe siècle, les Provençals introduisent la notion de plaisir, le bouti n'étant plus alors seulement un objet utile. Au départ, on confectionnait des vannes, des vêtements, jupons, brassières. Pour un nouveau-né, l'objet incontournable est le pétassoun qui protégeait les vêtements de la personne qui portait l'enfant. C'est une pièce carrée. On pouvait faire aussi un tour de berceau. Chaque jeune fille se confectionnait un trousseau avec des pièces embouties. Elle y mettait tout son cœur et donnait un sens à son ouvrage grâce aux symboles dont elle disposait. En compagnie de Monique, une passionnée historienne du bouti, nous découvrons justement l'un de ces boutis anciens. J'ai amené ici 2 pièces, enfin une grande pièce, mais qui sont en fait la réunion de 2 pièces qui étaient des chauffoirs. Ces pièces étaient faites donc au XVIIe siècle, à une époque où on n'avait pas de serviettes éponge ni de linge de toilette, des pièces qui étaient faites pour aider les femmes enceintes qui allaient accoucher. Elles se mettaient ces pièces sur le ventre parce qu'on pouvait les mettre à l'étuve, on pouvait les laver
et elles étaient résistantes. Et donc elles s'en servaient pour on pensait que ça aidait, que ça allait les aider à enfanter. Et ces 2 pièces étaient faites d'une technique un peu particulière qui est ce qu'on appelle la piqûre de Marseille, c'est-à-dire au point arrière, point contre point, et qui avait pour but à la fois de consolider la pièce et en même temps de l'embellir. Et les motifs décoratifs sont extrêmement nombreux, chargés, et avec une symbolique souvent héritée de la Renaissance, avec des grenades, des paniers remplis de fruits, de cornes d'abondance, ou encore de chiffres. Ici, il y a un chiffre avec des initiales qui ont été faits pour une famille à la commande. C'était des pièces qui étaient commandées à des ateliers de futainiers qui avaient le monopole de la fabrication de ces ouvrages, et ils les diffusaient ensuite à la commande en France et aussi dans le monde entier.